Bien, bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2026, il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors, ce matin, en compagnie de notre ami Ramzi, dans la page sportive, nous allons revenir sur la belle victoire de l'ESM Alger hier pour la CAF. Nous reviendrons également en sa compagnie à d'autres rendez-vous sportifs. Samara Hadjama nous emmènera du côté de Bourj Badi Mkhtar pour nous faire découvrir les vestiges archéologiques de cette région. Et Yazid Ekmehiddin, comme chaque dimanche dans sa rubrique So, il parlera de plusieurs rendez-vous culturels, notamment donc un rendez-vous particulier, c'est la commémoration du décès de la grande diva de la chanson arabe et la chanson algérienne, Warda al-Jazairiya, puisque Layali Warda, donc ce sont des soirées, 2 jours successifs, le 22 et le 23, auront lieu au niveau de l'Opéra d'Alger. Également ce matin, nous allons nous intéresser aux examens, puisque très vite, ou très bientôt, pardon, il y aura donc les 2 examens, à savoir le BEM, mais aussi le baccalauréat. Alors comment se présentent ces examens? Nous aurons un représentant de l'Académie d'Alger qui sera parmi nous. Également, Eid al-Adha, et c'est pour très bientôt, donc c'est déjà la semaine prochaine. Beaucoup de familles commencent déjà, ou toutes les familles algériennes commencent déjà à préparer cette grande fête, d'ailleurs fédératrice. À côté, quelques gestes écologiques, mais de protection aussi, sont recommandés, notamment la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Et justement, une campagne de sensibilisation est lancée par l'ACA, nous en parlons dans notre émission ce matin. Et nous terminerons l'émission avec l'activité physique, avec le sport, puisque une grimpeuse sera parmi nous ce matin, elle nous parlera de sa passion. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant de commencer, comme d'habitude, ce sera pause musicale, et cette fois-ci, on vous propose Koseila et Mihoubi qui nous interprètent une belle chanson, Arwah Arwah. À tout de suite. حيث فرايد المؤمنين أمسدنا يوفى فصور حتى نور ظن غارة ثروي حسان قريبة تفلو هاي مجرب الهلاك والريثين دوا حلو أرواح أرواح العبادة ربايد الصلاح أرواح أرواح غربي كل الصلاح والخوان ما نروح ولما يكات وذفر يا تنظر الشيخ موح لا عيون الباز مكحل ويكتفن ذقك الرسول ويتساقد ما يوحل واحد الغزيال واحد الغزيال بجمال سباني واحد الغزيال بجمال سباني واحد الغزيال سيك وسمي ثرح ضايوسين ورقانا غيظ ذواس تخمام يسقى في الليثاس وتتفر في الفلاس هذا ذا مدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس هذا ذا مدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس
سدياس شيك عسى سدياس في الناس يصبروني ورزقي جا غفلاس في الناس يصبروني ورزقي جا في الناس لقيتها في طوافي تسعة لقيتها في طوافي تسعة لقيتها في طوافي تسعة تستغنم الحجة والتوابين تستغنم الحجة والتوابين يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت هذا ما هو محل الخطاب هذا ما هو محل الخطاب يا لا 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 Très très belle interprétation, hein, donc un très très joli mix du patrimoine musical algérien. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux examens, à savoir le brevet et le baccalauréat. C'est pour très très bientôt. Et justement, qu'en est-il de l'organisation de ces examens très importants? Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, à savoir M. Zohair Belkadi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Alors vous êtes inspecteur de l'éducation nationale. Oui. Alors on sait que certainement vous avez d'autres casquettes, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. Marhaba bik. Merci beaucoup madame, je vous remercie pour l'invitation. Marhaba. Je vous dis bonjour et bonjour à tous vos téléspectateurs et un grand merci pour toute l'équipe de Canal Algérie Marhaba bik. et à travers vous aussi à toutes les chaînes nationales pour l'effort que vous faites afin de prendre en charge l'éducation nationale dans vos programmes et aussi pour l'accompagnement particulier que vous donnez lorsqu'on parle des examens nationaux. On espère que le message passera et que nos chers candidats surtout se préparent surtout sur le plan psychologique, n'est-ce pas, monsieur Belkadi? Alors, dans 2 jours déjà, ce sera le brevet. Après, début juin, ce sera pour le baccalauréat. Alors, on va commencer par des statistiques. Alors, on aura combien de candidats environ qui passeront les 2 examens cette année? Sur les 2 examens, ça fera un nombre important qui avoisine les 1 800 000 candidats. C'est énorme. Oui. Ça donne une image de comment le ministère et comment notre pays, ça veut dire, ouvre les portes de l'éducation à tout le monde. Et ce chiffre-là peut être partagé en 2 si on veut, parce qu'il s'agit du même chiffre à peu près, qui est sur les 2 paliers. Ça veut dire 870 000 ou quelque chose comme ça pour le brevet, et 870 000 aussi à peu près pour le secondaire, pour le bac. Allah Ibarak. Donc on leur souhaite très très bonne réussite. Alors on voit par ce chiffre qui augmente finalement chaque année, l'accès déjà à l'éducation, les facilitations que les élèves d'une manière générale en ce moment, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc on voit que maintenant, au fin fond du pays, aux endroits les plus reculés, les plus éloignés, l'État prend en charge et fournit tout le nécessaire afin que ces enfants-là puissent être scolarisés et arriver même à l'université. Oui. Donc on passe du primaire facilement au moyen maintenant, puisqu'il ne s'agit plus d'un examen au niveau décisif du primaire. Décisif comme auparavant. Ça a été auparavant. Maintenant, on est plutôt dans une logique d'évaluation. Oui. Les élèves passent au CEM. Après 4 ans au CEM, donc ils passent l'examen, le brevet, qui leur donne cette possibilité-là de passer au lycée et par la suite le bac, pour ouvrir les grandes portes des universités à nos jeunes enfants, à nos jeunes frères et sœurs, nos enfants, et voilà. Donc, voilà, et les parents, hein, surtout, hein, oui, n'est-ce pas? On a toujours cette impression que ce sont les parents qui passent le bac à la place de, leurs enfants. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, parlons un petit peu de l'organisation, parce que prendre en charge quand même un peu plus de 800 000 candidats pour chaque palier, ça nécessite quand même une organisation très exigeante, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Tout à fait. De toute façon, il faut bien souligner qu'il y a plusieurs départements qui prennent en charge des examens d'une telle envergure. Alors, si on parle de l'éducation nationale, on est déjà accoutumé à ça. Ça veut dire on a nos traditions, on a notre manière de fonctionner, on a nos centres qui se préparent déjà pour accueillir ces élèves-là le jour des examens. Donc, c'est un dispositif quand même qui est assez lourd
et dans lequel le ministère s'engage pleinement. Donc, les élèves sont préparés déjà bien avant l'arrivée des examens à travers l'établissement des listes des candidats. Et ceci se passe essentiellement à travers l'Office national des examens et des concours, cet organe puissant, cet organe qui est vraiment bien huilé et qui fait en sorte à ce que les listes soient établies pour le jour J. Et aujourd'hui, avec l'informatisation aussi, Bien la sûr, numérisation, avec la numérisation, ça facilite encore oui, plus maintenant, si finalement l'accès à on parle des l'information. différents départements du ministère de l'Éducation nationale, la numérisation est en force. Ça veut dire que maintenant, on voit que tout est digitalisé, tout est numérisé et il n'y a pas place à l'erreur. D'ailleurs, c'est ce que ça permet. Ça permet qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. Maintenant, par la suite, il y a ces centres qui sont mis en place, les centres d'examen eux-mêmes. Et puis, il y a par la suite les centres de compostage, ça veut dire les centres de codage, où les copies des élèves passent à ce centre-là, sous haute sécurité. Et c'est là qu'on parle de l'anonymat, exactement, où les élèves vont se transformer d'un nom à un chiffre. Voilà, afin qu'on les connaît pas. Allez, pour un laps de temps seulement. Oui, pour un laps de temps. Et puis par la suite, on passe au centre de correction. Ça veut dire ces copies-là qui sont une fois codées, une fois compostées, ils passent au centre de correction. Et du centre de correction, ils passent à un autre centre où les résultats sont donnés à l'ensemble des candidats. Effectivement. Alors, M. Belkadi, je voudrais revenir sur un autre point. Alors, bien entendu, les préparatifs se font tout au long de l'année. Je parle de préparatifs du bac, donc le candidat ou du brevet, bien sûr. Donc, le candidat, il va se préparer tout au long de l'année, les révisions, le travail, etc. Mais on comprend un peu, il y a aussi la pression de la société, la pression de la famille, des parents. Et voilà, et généralement non, mais il y a quand même des candidats un peu, on va dire, qui se donnent à fond. Et le jour J, ils risquent, c'est des paniques, des crises de panique. Alors, vous nous avez habitués, du moins les années dernières, qu'il y ait un accompagnement psychologique qui se fait au niveau des centres de passage, si jamais il y a ce genre de situation. Alors, qu'en-est-il de cette année? C'est vraiment juste ce que vous dites. Et puis, je vous informe qu'au niveau de ces centres-là, comme je vous ai dit déjà auparavant, il y a plusieurs départements ministériels qui sont inclus dans cette opération d'envergure. Pluridisciplinaire. Alors, on va parler non seulement de l'éducation, mais il y a aussi la santé. Qui est, on va dire, impliqué. Il y a aussi l'intérieur qui est impliqué. Il y a beaucoup de départements quand même qui sont dans le bain quand on parle d'un examen d'une telle envergure. Si on parle de la santé, quel est le rôle de la santé, à votre avis, si ce n'est pas le soutien psychologique et l'accompagnement psychologique des candidats? Donc au niveau des centres d'examen, on trouve qu'il y a toujours des médecins, qu'il y a toujours des gens qui sont psychologues et qui sont là à aider, à renforcer, on va dire, l'aspect psychologique chez le candidat. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les candidats souvent sont sujets à des crises de panique, à des crises de stress et tout ce qui suit. Mais je voulais aussi vous rajouter qu'en plus de ce dispositif-là, où il y a de la prise en charge psychologique, il ne faut pas aussi oublier que le ministère, dans la manière dont l'examen est suggéré et proposé, ça aide les élèves à déstresser. Donc, si vous avez une idée, on parle de deux sujets maintenant lors de l'examen, on ne parle pas d'un seul sujet. Ça veut dire que le candidat, déjà, il est prisé par rapport à ça. Ah ben voilà, ils ont de la chance par rapport à nous. Oui, par rapport à notre époque, c'est différent. Nous, on avait un seul sujet, et puis maintenant, il y a deux sujets. Le candidat peut choisir celui qui lui convient. Vient se rajouter à ça, il y a aussi la durée de 30 minutes qui est donnée au candidat avant qu'il ne commence l'examen. Ça veut dire qu'il a 30 minutes déjà de bonus dans laquelle il est autorisé à lire ses sujets, il choisit celui qui lui convient, et puis il pourra commencer tout en respectant le timing de l'examen. Donc il y a deux côtés, il y a deux volets qui vont contribuer à déstresser le candidat, à commencer, on a dit, l'aspect psychologique. Donc il y a aussi toujours le psychologue qui est là. Rajoutant à ça, il y a les sujets qui sont là, et le candidat pourra choisir celui qui lui convient. C'est parfait. Alors, mais sinon, est-ce qu'il y a certaines directives comportementales, on va dire, à suggérer, à donner aujourd'hui aux candidats? Vous avez tout à fait raison. Donc, le ministère, et à travers ses différents organes, ne cesse, ça veut dire de sensibiliser les gens qui sont dans l'encadrement de ces examens-là.
Parce que parfois, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans l'encadrement de l'examen qui pourrait causer ce stress-là chez les candidats. Alors, il y a des directives très strictes et très rigoureuses afin que toutes les personnes qui encadrent cet examen doivent passer le maximum inaperçu possible. Oui. Ils doivent mettre les candidats, nos jeunes frères et sœurs, nos familles et tout ce qui suit, dans les meilleures des conditions. À commencer par, on va dire, le côté, l'aspect de présentation. Oui. Ça veut dire on doit bien accueillir le candidat quand il est à la porte de l'établissement. On lui sourit au visage, on l'invite à rentrer cordialement et on cherche à ce qu'il soit dans les meilleures de ses conditions. On l'oriente aussi vers les salles de la meilleure des manières. Donc il faut qu'on soit vraiment tranquillisé et je veux tranquilliser la famille algérienne par rapport à ça parce que toute œuvre pour l'intérêt du candidat et pas le contraire. Et Dieu seul sait à quel point le bac est très très important pour la famille algérienne. Tout à fait. N'est-ce pas? Ça reste quand même un examen très particulier. Je vous rejoins sur ce point de vue. Le bac, comment ça a été notre cas. Oui, exactement. Donc, dans la famille algérienne, le bac, c'est une station dans la vie de quelqu'un qui est incontournable. Donc, et on fait le maximum pour que nos jeunes enfants réussissent. Malheureusement, parfois, au niveau de nos familles, il y a parfois aussi, on exerce un stress un petit peu exagéré sur nos enfants. Oui. Donc, les parents doivent d'un côté, de par ce qui est pris comme mesure par le ministère de l'Éducation nationale, je veux que les parents soient tranquillisés en leur disant que tout est mis en place afin que vos enfants réussissent. Inch'Allah, c'est ce et ils ne doivent pas mettre cette pression-là et exagérer à mettre leurs enfants dans des conditions de stress ou des conditions psychologiques qui ne sont pas vraiment appropriées. Alors que c'est un examen comme les autres. On a l'habitude avec les examens, nous avons l'expérience des examens. Voilà, je vous remercie pour avoir dit ça parce qu'il faut revenir au fait que le bac n'est qu'un examen comme les autres examens. Donc quelqu'un qui se prépare régulièrement, d'une manière normale, pourra vraiment, enfin on va dire, il est à la portée de l'élève moyen. Oui. Donc les élèves seront vraiment capables d'avoir décroché leur titre de baccalauréat s'ils révisent régulièrement et s'ils s'éloignent aussi de l'intox qui entoure parfois ça, parce que parfois les élèves sont mis sous pression uniquement parce qu'il y a des gens qui sont extérieurs à leur classe, à leurs écoles, à leurs enseignants, qui commencent à leur dire, voilà, vous devez réviser ça, ou vous devez réviser cela, et tout ce qui se fait. Donc, d'une manière logique, quand les élèves s'éloignent de ces conditions-là, ils se préparent d'une manière régulière et, on va dire, adaptée, ils pourront le décrocher sans qu'il y ait vraiment un grand problème. Effectivement. Mais sinon, pour ce qui est du comportement du candidat, alors le candidat justement, quels sont les conseils que vous pourriez aujourd'hui donner aux candidats, particulièrement par rapport au retard, parce qu'il y a des candidats qui sont pénalisés juste à cause des retards. Alors qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui recommander pour que le candidat déjà soit prêt pour son examen? Moi, je voulais vous dire qu'à cet âge-là, quand l'élève arrive à la classe de terminale, il y a deux choses essentielles qui sont à prendre en considération. La première des choses, c'est qu'il est adulte, c'est qu'il est mûr maintenant. Il doit être responsable. Il doit être responsable de ses actes aussi. Et la famille aussi doit être aussi impliquée dans le respect de certaines mesures et de certains actes par rapport à ça. Donc si on parle du jour de l'examen, il est vraiment essentiel que les élèves arrivent avant l'heure de l'examen au moins d'une heure de temps. Si l'examen commence à 8h30, ils sont supposés être là à 7h30. Donc ça, c'est le minimum. Ils doivent aussi, par la même occasion, être équipés en outils et on va dire en affaires scolaires. Parce que c'est la journée de l'examen et on doit être en disposition de tout son matériel. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est de ne pas oublier sa carte nationale, de ne pas oublier sa convocation, de ne pas oublier ce qui est vraiment essentiel pour le jour de l'examen. Déjà, ce sont des initiatives pour éloigner déjà une partie du stress, parce que se retrouver sans stylo, sans crayon, sans sa calculatrice, déjà ça peut être des facteurs déclencheurs, effectivement. Un générateur de stress. Et pour cela, donc, les parents aussi de nos candidats doivent être impliqués afin que leurs enfants arrivent à l'heure. Je crois que même le dispositif au niveau de chaque wilaya, quand il s'agit des examens,
il y a des dispositifs qui permettent une certaine fluidité, même des routes et des voies de circulation, Oui. afin que personne ne puisse être bloqué par moment dans un embouteillage ou quelque chose comme ça. Donc tout est en faveur du candidat afin qu'il soit prêt pour travailler dans les meilleures des conditions. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Alors, juste une dernière question, Monsieur Belkadi. L'année dernière, nous avons vécu une très très belle initiative avec les ONG, avec les associations, Oui. en collaboration d'ailleurs avec l'académie, qui ont pris en charge les enfants ou les candidats qui ne peuvent pas rentrer chez eux entre deux examens. Oui. Et donc, ça leur permettait déjà de trouver un déjeuner, de faire des révisions, Parfait. d'avoir un accompagnement psychologique. C'était l'initiative des associations. Oui. Qu'en est-il de cette année? Ça ne va pas changer, hein. Cette Très année bien. c'est pareil. Les associations sont des partenaires importants et incontournables par rapport, si on parle du ministère de l'Éducation ou d'autres aussi départements. Donc ils œuvrent aussi, ils contribuent à la réussite d'un tel événement parce que tout le monde doit être mobilisé. Tout le monde doit participer et tout le monde doit contribuer à la bonne réussite et le bon déroulement d'un examen d'une telle envergure dans notre vie. Effectivement, chacun de nous est responsable, même si on n'a pas forcément des enfants qui passent, le baccalauréat ou l'examen. qui passent l'examen. Donc, Parfait. chacun d'entre nous a une part de responsabilité Tout à fait, finalement. voilà. Donc, Voilà. On va dire bonne réussite Bonne pour tous les réussite pour candidats, l'ensemble que ce des soit candidats. donc le brevet, c'est déjà après-demain, Inch'Allah, absolument, le ça 19. sera le 19 pendant 3 jours, 19, 20 et le 21. Il y a aussi, à partir du 7 au 11 du mois de juin, ça sera l'examen du bac, le bac crucial pour nos candidats. Inch'Allah. Et on tient à tranquilliser les parents que tout est fait afin que l'examen soit à la portée de tous nos jeunes candidats. Inch'Allah. Inch'Allah. Et bonne réussite à tous. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Belkadi, d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bonne réussite à vous aussi, hein, parce que vous aussi, c'est un challenge pour vous. Oui, on est tous impliqués dans ça. Voilà, en tout cas, belle réussite à vous, bon courage, très très bonne réussite à tous nos candidats. Merci, encore madame. une fois. Cette fois-ci, nous allons aller du côté des Sablettes pour aller à la rencontre donc, des pêcheurs de plaisance et on se retrouve juste après. Canne en main, les yeux rivés sur le flotteur, sur les digues, les jetées et les rochers du littoral, les adeptes de la pêche du bord prennent position. Nous partons à la rencontre de ces passionnés pour qui la patience est bien plus qu'une qualité, un véritable mode de vie. Je prends ma canne, mes outils, et je viens ici pour admirer la mer, et en même temps de l'air pur. Et je pêche, voilà. Donc, c'est pas pour les poissons. Hein. C'est ça, c'est une thérapie pour nous, hein. Pour moi. Donc, j'adore pêcher, j'adore pêcher. Avant même le premier lancer, le rituel est immuable. On prépare soigneusement l'appât, on vérifie le montage, puis la ligne est lancée au large et l'attente commence. Entre deux touches, les souvenirs remontent à la surface. Car pour beaucoup, la pêche du bord est avant tout une passion transmise de père en fils. C'est une pratique transmise de père en fils. Je viens ici en quête de quiétude, ça m'apporte beaucoup de sérénité. La pêche enseigne la patience. Quand on se confie à la mer, elle nous répond, nous apporte des solutions. الصيادة هذه بديناها بالك عندي واحد 10 سنين هكاك. Je pêche depuis 10 ans. C'est le père de mon épouse qui m'a initié à la pêche. Une fois, ici même, j'ai manqué une très belle prise. J'ai essayé de la remonter pendant 3 heures jusqu'à 9 heures du soir. Malgré la perte, j'en garde un très bon souvenir. بالك من جويه 6 تاع العشيه وانا قاعد من وراها براسك 9 تاع الليل. Au fond, qu'importe que la bourriche soit pleine ou que la belle prise se décroche au dernier moment. L'essentiel n'est pas dans le poids du poisson, mais dans ce tête-à-tête silencieux avec la Méditerranée. Un moment suspendu, loin du tumulte du quotidien. La pêche de plaisance, voilà, la pêche exactement. Et c'était donc Amine Chaïb qui s'est intéressé à ce reportage, vous l'auriez compris. Ramzi est parmi nous ce matin, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, particulièrement avec la grosse nouvelle d'hier et on va en parler juste après cela. Ramzi, bonjour. Bonjour.
bonjour. Comment ça va? Très, très bien. Ah, très très bien Avec un aujourd'hui. moral, J'imagine aujourd'hui ouais. très bien, avec un moral au top, n'est-ce pas? Oui, avec le sacre de l'USMA. Certainement. Oui. Et on commence avec? Avec eux, Mhm. avec les vainqueurs. Et comment? Bien sûr, il faut commencer honneur aux vainqueurs, comme on Oui. dit. Avec l'USMA qui a gagné en terre égyptienne, au Caire, au stade international du Caire. Le stade du Caire, c'est immense. Il y a la pression des supporters, ils étaient nombreux, mais il faut dire aussi que nos supporters se sont déplacés. Ils étaient environ, on dit 5000. 5000 supporters, c'est beaucoup. Hein. Ils ne ménagent aucun effort, les tous les- supporters algériens. De toute façon, ils ont toujours été là pour supporter, pour donner de l'énergie à nos équipes. Oui, quelle que soit l'équipe, quel que soit le pays, on va voir les images avec le sacre de l'USMA qui a gagné contre le. Bon, elle a perdu le match aller, ils ont gagné 1-0. Le match retour, ils étaient menés jusqu'au terme de la rencontre 1-0, mais c'est les tirs au but. 8 tirs au but à 7. On voit là Saïd Adler, le retour du grand patron de l'USMA avec tous les supporters, tous les joueurs pardon, qui ont fait comme il se doit un titre. C'est le deuxième titre après celui de 2023 face au club tanzanien de Young Africans. Ils avaient gagné 2 buts en 2023. Là, on voit la coupe Motsepe, le président de la CAF, qui va leur donner. Et il faut dire aussi que les joueurs n'ont pas perdu de temps, ils sont déjà en Algérie. Hein. Ah, déjà? Ah oui, bien sûr. Ah, déjà? Il faut le présenter au public. Ah bah oui. Oui, les supporters, ils étaient impatients. Oh, et voilà. Et voilà. La coupe à la maison. Elle est de retour. Elle est de retour, chez nous. Ouais, ouais. retour chez nous. Et Oui. il faut dire aussi que l'apport des supporters là-bas et la ferveur des supporters ici, on va voir un petit sujet sur ce qui s'est passé après le match. Oui. C'était de la folie. Ah, On va voir le j'imagine. sujet. مبروك علينا وكل عام ان شاء الله ديفيلي ويفرحوا الدراري وكل عام ان شاء الله ديفيلي. واش غنقول لكم والله غير يعطيهم الصحه ديال الجوار. واش غنقول لكم 90 دقيقه هما باطيين والسيبورتور اللي راحوا ثاني يعطيهم الصحه. نكذب عليك انا قلبي كان معاهم، انا صحابي كاع راحوا وانا ما رحتش، ظروف ما رحتش. بصح نقول لك حاجه والله غير الحمد لله 90 دقيقه للجوار. مبروك علينا مبروك علينا مبروك علينا سي الجوار مدو كاع كلش. والله غير الحمد لله فرحونا وصافي بليسير. ان شاء الله العام الجاي الدعاء يصحنا. Je vous l'ai dit. J'ai rien à dire. C'est de la folie. Oui. Mais oui. ça fait plaisir. Après, ils sont connus, les supporters algériens, pour la ferveur, pour leur amour oui. du football. C'est le sport roi dans le monde entier et surtout en Algérie. Exactement. On va enchaîner. Exactement. Et on enchaîne cette fois-ci avec la sélection nationale. Ramzé, et la bonne nouvelle de la semaine. Tu nous viens avec une bonne nouvelle cette semaine, apparemment. Et c'est le retour à l'entraînement de Lucas Zidane. Oui, on avait peur. Fin avril, il s'était blessé à la mâchoire et au menton lors d'un match de deuxième division avec son club Grenade contre Almeria. Il est de retour à 16 jours du match amical à Rotterdam face à la Hollande. C'est une très bonne nouvelle pour la sélection nationale parce que c'est le numéro 1. On ne peut pas dire qu'on peut s'en passer d'un gardien numéro 1, surtout à 2 mois, non, on est 17, à 1 mois de l'entrée en liste de l'équipe nationale face à l'Argentine. Où ça sera, il faudrait avoir toute l'équipe, toute l'énergie, que ce soit en défense,
en attaque, et surtout chez le gardien, qui est important. C'est le premier rempart de la défense. Exactement, de c'est l'équipe. 50% hein, de 50% l'équipe. hein. On va voir une petite séquence de l'entraînement de Luka qui a repris. Et c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie. On va voir la petite séquence. Voilà. Et en forme, on le voit, il s'entraîne, certes en individuel, en solo Oui. comme on dit, mais ça augure d'une Coupe du Monde il est décidé à la faire. hein. Oui. Un Zidane oui, bon. avec l'Algérie en Coupe du Monde, Oui. on ne l'avait pas vu depuis 2006, Oui. mais cette fois-ci Oui. avec l'Algérie. Avec l'Algérie, C'est ça. effectivement. Bah, espérant qu'il sera prêt hein, d'ici Oui. là, qu'il Oui, surtout un propre établissement. Oui, parce que l'échéance se rapproche à grands pas. Comme je l'ai dit, on a 16 jours du match amical, du premier Oui. match amical face à la Hollande. Ce sera un combat, même si c'est un match amical contre la Hollande. C'est jamais facile face à une grande équipe hollandaise. Et après, un mois de la Coupe du Monde, ça commence, le compte à rebours commence à Exactement. défiler. Oui, on va rentrer il faut dire aussi que la télévision algérienne va accompagner l'équipe nationale Oui. durant toute la Coupe du Monde, la préparation, à partir comme je l'ai dit, du 3 juin. Les équipes de l'ENTV seront sur place. Ils vont nous donner des informations sur l'état de forme des joueurs. Et le 17 face à l'Argentine. On espère en tout cas qu'il Messi. sera en forme d'ici là. De toute façon, on voit qu'il est en pleine forme, qu'il est en forme. Il est décidé. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Le moral aussi, c'est 50%, hein, n'est-ce pas, Ramzi, si ce n'est plus. Hein. Quand on s'entraîne pas Oui. à quelques semaines de la Coupe du Monde, on a le moral en berne. Oui. Mais quand on recommence à tâter le terrain, à sentir le gazon, Ben voilà. ça procure une sensation qu'on va arriver. On va arriver au jour J, qui est le 17 juin. En tout cas, très très belle réussite. Encore une fois, nous sommes tous avec eux, l'équipe nationale. On enchaîne cette fois-ci avec un autre sport. On n'en parle pas beaucoup. Par contre, les sports, les arts martiaux, d'une manière générale, on n'en parle pas beaucoup. Le kung-fu, encore moins. C'est l'une de ses spécialités, Sanda, c'est ça, Sanda, où l'Algérien Hatimi Marouane a décroché la première médaille d'or algérienne, un véritable exploit pour un sport qui n'est pas très médiatisé en Algérie. Du tout. Il est considéré comme sport mineur. Oui. Il n'est pas médiatisé, on n'a pas beaucoup de médailles. Pourtant très gracieux. Hein. Oui. Pourtant beaucoup de grâce. On en a parlé il y a quelques semaines avec ma fille. Elle ne pratique pas cette spécialité. Le kung-fu, il y a le tai chi. C'est le plus connu, le tai chi. C'est les mouvements du corps, c'est les Chinois. On a vu des documentaires en Chine de bon matin, 6 h du matin, ils font le tai chi, c'est pour se relaxer le corps. Là, on voit les images, le jeune, on a dit que c'était la Sanda, c'est les poings et les pieds. C'est pas du MMA, c'est réglementé, il faut le dire. Hatimi Marouane, dans la catégorie des moins 80 kg, ou à Macao, en Chine. Terre du kung-fu. Il a récolté la médaille d'or. C'est une première. C'est une première pour l'Algérie. Pour l'Algérie, bravo. Il faut le dire, oui. Marouane Hatimi. On s'impose, hein, finalement. Hein. Oui, on s'impose. C'est une discipline qui est peu pas méconnue ou connue par les initiés. Mais il faut, comme aujourd'hui, on met de la lumière sur ce sport qui est important, il est pratiqué par, je dirais, par au moins une centaine de millions de Chinois. Oui. Donc, c'est important. C'est une culture chez les Chinois. C'est une culture à part entière. Et là, c'est l'hymne national de l'Algérie. Il est ému parce que c'est le premier. Quand on est le premier, on se rappelle du premier, toujours. Et après, la responsabilité est beaucoup plus grande hein, quand on est le premier, n'est-ce pas? Oui. Mais après, j'espère, Inch'Allah, qu'il ouvrira le bal à d'autres réussites. Et que cette discipline devienne olympique. Quand on voit le drapeau national et l'hymne national à Macao, en Chine, face les Kazakhs, les Chinois, les Vietnamiens, c'est une prouesse. Effectivement. Ouais, c'est une prouesse. Effectivement. On passe à d'autres disciplines. Ramzi, on passe cette fois-ci Coupe d'Algérie avec les finales volleyball, basketball, dames et messieurs. Dames et messieurs, oui. C'était ce week-end. Le volleyball était à l'honneur, les dames étaient aussi à l'honneur, avec la domination, comme on le dit, du Nasser Abedjaïa, c'est une terre de volley. Il y a 7, 8, 9 clubs. On va le voir sur les images. Nasser Abedjaïa qui a battu le Nedjem Chlef 3-7-0.
3-7-0, c'est un gros score au volley, parce que ça montre que la domination de l'équipe Béjaoui, on va voir la fin du troisième set et le trophée. Ça s'est déroulé à Blida, il faut le dire. On va voir cette équipe, c'est une grande équipe, hein, avec de grands joueurs, domination totale, comme je l'ai dit. Ils ont gagné le trophée. Ils l'ont gagné en 2004, 2006, 2007 et 2025. Et elle réalise le doublé. L'année passée, c'était le doublé, c'est un double-double. Oui. L'année passée, c'était le doublé, cette année, c'est le doublé. Là, on va voir, c'est l'USMA, c'est du basket, c'est un derby, l'USMA contre le Mouloudia. Et la victoire est revenue aux Usmistes sur le score de 63-57. Les Usmistes s'imposent en force, hein, en triangle aujourd'hui. Oui, il faut dire que ça faisait 40 ans que les Usmistes n'avaient pas gagné. Et là, d'accord. Et là, c'est le Mouloudia qui a gagné contre toute attente contre le MB Stawali. On en a déjà parlé du MB Stawali. C'est détenteur de la coupe, du championnat, de la super coupe. Le Mouloudia a gagné sur le score de 96 à 90, pardon. Une belle victoire du Mouloudia, qui est de retour, si on peut le dire, après des années de disette, parce que le Mouloudia est passé par beaucoup de problèmes. Mais cette fois-ci, ils sont de retour. Le basket, il faut dire aussi, il faut rendre hommage aussi au public mouloudien, hein, il est présent. C'était au complexe Mohamed Boudiaf, où la coupole était garnie que 99,9 de Mouloudiens. Et on termine donc avec du handball, cette fois-ci. Handball. Je pensais que j'avais bien appris la leçon. Allez, handball. Et les deux matchs amicaux des Verts face à la Tunisie, Ramzi, sous la houlette du nouveau sélectionneur, l'Espagnol, Raúl Alonso Sanguino. Voilà. Je prononce bien, ça va, j'ai compris. C'est le nouveau sélectionneur. C'est le nouveau sélectionneur, oui. Si on avait, c'était le premier match, c'est une revue d'effectifs par rapport au nouveau sélectionneur espagnol, qui est espagnol, d'accord, mais il a fait toute sa carrière en Allemagne. L'Allemagne, c'est la terre du handball. S'il y a l'Angleterre et l'Espagne au football, l'Allemagne, c'est le handball. Mis à part le football et les autres sports. Il a fait 5 ans au FC Kiel. Kiel, on peut dire c'est le FC Barcelone, le Real Madrid, le Manchester City, du handball mondial. Il a gagné beaucoup de titres avec. C'était une première pour nos capés. Au premier match contre la Tunisie à Monastir, ils avaient perdu, c'était un peu lourd, 40-30. Oui, c'est lourd, ça fait mal. Ça fait mal au dos. Un peu trop mal. Mais au deuxième match... depuis qu'on a commencé cette rubrique, tu nous donnes que de bonnes nouvelles. Alors, mais il faut dire aussi que cette équipe, elle est en reconstruction. On voit les photos du match. C'est une équipe pas new look, mais il a voulu voir les jeunes, les anciens, pour avoir une idée sur cette équipe. Après, il va injecter du sang neuf, comme on dit, avec des U19, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 19 ans et 21 ans, mais avec l'objectif de briller à la Coupe du Monde 2027 et à la prochaine CAN 2028. On voit les anciens qui sont ici. Ils ont perdu par 2 buts d'écart, pardon, mais il faut leur donner leur chance. C'est une nouvelle ère du handball algérien. Il faut que le handball, parce que on peut dire qu'après le football, il y a le handball, il y a le basket, mais le handball, on est 7 fois champion d'Afrique. Ça fait mal quand on perd, on ne participe pas au championnat du monde, on ne brille pas. Mais cette fois-ci, je pense que la fédération et le ministre des Sports, M. Walid Sadi, le ministère et le gouvernement algérien ont tout mis pour que le handball revienne à sa place. C'est ça. Voilà, on se rappelle effectivement de tous les matchs là où il y a, même là où les familles y assistent. Oui, assister. Voilà, même s'ils n'ont pas forcément un membre de la famille, donc ça reste quand même un sport très prisé en Algérie. Partout les amateurs, les amoureux du sport. C'est du handball. Merci beaucoup, Ramzi, pour toutes ces informations sportives. C'était court, oui, c'était court, mais beaucoup de bonnes nouvelles. Merci. Beaucoup de bonnes nouvelles, surtout. Allez, même si l'équipe du handball, on leur souhaite quand même très belle réussite. Voilà, ce n'est que le début. Effectivement, donc on leur souhaite une très belle réussite. Merci beaucoup, Ramzi. Merci à toi. Les prochains rendez-vous, ce sera
Ça sera Sportif. ce soir Ce soir. avec Canal Foot, Hakim Kchiroudi, Sarah Derbal, et demain avec 5 ans de chrono, l'Omnisport avec Mokhtar Hammani. Inch'Allah. Et on te retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah pour d'autres bonnes nouvelles. Inch'Allah. Certainement. Sûrement. Inch'Allah, c'est ce Il y qu'on a toujours de bonnes espère. nouvelles au sport. C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Ramzi. Et on continue. Allez, on va se retrouver juste après cela. بتاعنا. حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء حياتي روح قلبي أنا يا أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء وفرحي بيك فرح لنا كل المنى وحب ليك أكتر كمان من حبنا لروحنا أنا يا حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء وفرحي بيك فرح لنا كل المنى وحبي ليك أكتر كمان من حبنا لروحنا أنا حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء حياتي روح قلبي أنا شوقي ليك شوقي البلابل للغناء وفرحي بيك فرح لنا كل المنى وحب ليك أكتر كمان من حبنا لروحنا أنا ولولا
Et voilà, c'était donc une très très belle chanson de la diva de la chanson arabe et la chanson algérienne. Il s'agissait de Warda Al-Jazairiya, Allah yarhamaha wa yassa alayha. Il y a juste Wafa, notre réalisatrice, qui me disait: ça va, t'es prête, on peut reprendre? J'ai dit oui, mais j'avais pas très envie de reprendre. Hein. Quand on écoute Warda Al-Jazairiya, on a envie de... Et ça me fredonnait aussi le passage. En plus, c'est toi qui l'as choisi, Yazid. Ah, ouais. C'est toi qui Parce l'as qu'il y choisi avait pour le nous. balabil, il y avait le balabil. ما عنديش انا وشوفي البلابل Oui. ما عنديها Et comment? فوالا صباح Et الخير صباح يا الأنوار. الخير واش راكي صباح السعادة وانتم واش راكم؟ وصعب ما نقولهاش صباح الخير On va lui dire صباح الخير سام كيفاش ما نقولهاش صباح صباح الخير. الخير وربح. صباح الخير والربح. مرحبا بك. Pas que le khair. Ça va? Ça se passe bien? Très très bien. Yazid, ça va? Merci va, pour le choix de la chanson. Elle est tout juste magnifique qu'on dédie à tous les téléspectateurs aujourd'hui. Warda Al-Jazairiya, elle a marqué finalement plusieurs générations et elle continue à marquer les générations même après sa disparition, n'est-ce pas Yazid? On va en parler d'ailleurs, on t'accompagne dans un petit moment. Mais avant cela, on va aller à Borj Badji Mokhtar. Tu nous y emmènes oui. Tu nous y emmènes, Samira? C'est parfait, ce sera juste après cela. Samira, cette fois-ci, Borj Badji Mokhtar, n'est-ce pas? BBM. Alors, qui regorge d'ailleurs de vestiges archéologiques. oui, une longue histoire depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. C'est à la pointe, l'extrémité de l'Algérie, du sud. C'est l'une des régions les plus arides au monde. Il faut 1800 km pour atteindre à partir d'Alger Borj Badji Mokhtar. C'est la seule wilaya qui porte le nom d'un martyr, d'un révolutionnaire, d'un guerrier en fait, et de la première heure. Badji Mokhtar, bien sûr. L'un des artisans Exactement, de la révolution algérienne. L'un des artisans, il fait partie des 22 qui ont pris la décision du déclenchement de la révolution algérienne. Donc il y a aussi une université à Annaba qui porte son nom. Et puis il y a bien sûr un très très beau bateau algérien qui porte son nom, le Bedji 3. Voilà, ça c'était pour l'appellation. Sinon c'est une wilaya qui est magnifique, j'ai envie de dire, elle a des endroits qui sont uniques au monde. Donc beaucoup de stations de tumulus, de gravures rupestres. Une grande partie de Borj Badji Mokhtar fait partie plutôt du grand parc, du gigantesque parc de l'Ahaggar, donc le Tassilin Ahaggar. Tamanrasset. Avant, Borj Badji Mokhtar faisait partie de Tamanrasset. Ensuite, je crois depuis 2018-2019, c'est devenu une wilaya. Sa commune, c'est Timiaouine. Timiaouine, on connaît très bien. On connaît parce que beaucoup d'artistes algériennes sont de là-bas. Les joueuses de l'Imzad, Ch'tima, et puis bien sûr la joueuse de Tindi. Voilà, donc... Et puis il y a le salon national du chameau. Du chameau. Il y a la fête, la fête du chameau chaque année à partir de décembre. Je crois que c'est en décembre. Donc c'est un événement, on va dire, presque international parce qu'avant ils venaient de partout pour participer à... Alors les festivités durent plus d'une semaine, je crois. Voilà, donc on vient de partout. Et c'est justement une région qui est connue pour l'élevage, puisque les nomades localisés pratiquement, ceux qui vivent encore dans les tentes en cuir ou en tissu et qui font de l'élevage donc de dromadaires et puis qui vivent, on va dire, en déplacement, sont les gens de Timiaouine, par exemple. Voilà. Donc, Borj Badji... Un jour, on ira en immersion, tous les trois. Oui, moi je veux. Les chameliers. Mais il faut se préparer. Il va falloir que l'équipe technique soit avec nous pour qu'on puisse partager tous ces moments avec nos téléspectateurs. Il faut aller justement parce que pour y aller, c'est pas comme Janet ou alors comme Tamanrasset de Rgen, on va dire, de Adrar, Rgen, et puis on passe par le Tanzroft. Tanzroft, c'est le désert des déserts. C'est le désert le plus... Il y a une grande ouada à Rgen, on peut aller...
La Quelle période ما نعرفهاش. La période. Juste ramener des cuillères et puis. Et puis, La période, juste Yazid, pour qu'on puisse s'organiser en fonction. Voilà, donc il faut avoir du courage surtout, et puis se faire accompagner. On ne peut pas faire ce désert tout seul comme ça, on ne peut pas se promener. Il faut une autorisation d'abord du parc de la Hagar, et ensuite il faut prendre un guide. C'est impossible. C'est des routes et des pistes. C'est pas uniquement pour alors du Tenzrouft vers Borj Badi Mourtal. À l'époque coloniale, ça s'appelait le Borj le Prieur. Donc il y a eu des premières campagnes de prospection à partir de 1960 jusqu'aux années 1985. Donc c'est une région qui n'a pas été beaucoup, il n'y a pas eu d'inventaire en fait général. C'est un territoire qui fait plus de 120 000 kilomètres pour te dire. Juste un site, il y a des sites sur 2 hectares. Pour te dire, hein, il y a des sites culturels, archéologiques qui s'étendent sur 2 hectares. Donc c'est un endroit qui est, on va dire, qui est encore vierge de découverte et qui mérite beaucoup d'attention, puisqu'on peut retrouver par exemple des gravures rupestres. Alors les plus célèbres, on va dire, les plus connues, elles sont à cheval hein, entre la Hagar, entre Tamanrasset et Borj Badi Mourtal. On a le site de Azawa, si je prononce bien, et puis on a aussi des stations, des tumulus. Alors ce sont des nécropoles qui, on peut les voir en pleine nature. C'est un livre ouvert d'archéologie. C'est-à-dire qu'on va retrouver des objets comme les silex ou des grattoirs ou des choses comme ça, fabriqués par l'homme. C'était à l'époque, c'était l'homme pasteur, on va dire. Donc l'élevage et puis chasseur, pasteur. Voilà, il chassait. Je ne sais pas d'ailleurs. 4000. Plus. 4000, voilà. 5000. Pour certains sites, oui, ils ont été datés à 2800 ans avant notre ère. Donc oui, il y a des sites quand même à découvrir ce genre. Ce qu'on peut trouver, c'est des tumulus, des monuments. Alors c'est pré-islamique, ça s'appelle des keyas ou des tombeaux à couloirs ou des chouchetas. Des chouchetas, pardon. Voilà, ce sont des tumulus, des tombes qu'on peut trouver sur la route. On peut trouver du silex à même le sol. C'est vraiment... Alors pour y arriver... On l'a dit, c'est l'une des régions les plus arides au monde. Donc il faut vraiment préparer son voyage pour y aller. Il y a eu de l'exploration, il y a eu Monod qui est le premier explorateur, c'était Monod, et c'est lui, faune et flore. Hein. On a vu le fennec passer, on a vu la houbara, c'est spécifique. On a vu d'autres espèces, c'est spécifique. On va dire, ce sont la faune et la flore de la saharienne. Voilà. J'ai réussi à dire. Je m'excuse, mais... Oui. Si on étudie bien peut-être le patrimoine oral de la région de Témaouine, peut-être on trouvera encore plus que ce qu'a laissé Monod. Non. Dans le patrimoine oral, dans l'oralité. Il n'a pas été fait. Hein. Lui, il a été peut-être 1 ou 2 fois. En plus, il faisait le passage. On est sur la route transsaharienne. Hein. On est sur la route, l'une des routes principales des caravanes du sel. Donc, ça allait jusqu'à Tombouctou, Gao. Puisqu'on est au mois du patrimoine, je pense qu'il y a un travail à faire en puisant dans le patrimoine oral de la région de Témaouine pour trouver encore des choses peut-être que Monod n'a pas exploré. Certainement, puisque même par rapport à l'inventaire tout ce qu'il y a là-bas comme objets archéologiques, mobilier, enfin tout ça, tout ça est à faire, à inventorier, il faut faire une cartographie, il n'y a pas beaucoup de documents, hein, public, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de documents en public. La cartographie des lieux, il y a beaucoup de choses peut-être à mettre à l'abri, à repérer, et puis à faire connaître. Il n'y a pas de circuit touristique. C'est-à-dire c'est que les téméraires, que les gens qui connaissent déjà, qui vont là-bas pour... Si tu partages mon avis, à l'occasion du mois du patrimoine, nous déclarons Samira Hadjima Miss Patrimoine pour 2026. Mais elle a déjà été déclarée, hein. Ah bon? Ah bah oui. C'était moi-même qui t'avais déclaré. Ambassadrice du patrimoine. En 2025, et là, c'est en 2026. Oui. Donc 2 fois. Alors, on l'a
proclame. Voilà. Voilà, deuxième année consécutive, troisième année Je consécutive. voulais dire que aussi on pouvait retrouver des objets qui ont été répertoriés par Gossen. Hein. Ce sont Elle me nargue. Gossen. Hein. Elle Pas me du nargue. tout. Elle me nargue. Hein. Oui, mais Ils vous sont... savez, on a trouvé... Attendez, c'est important de le dire. C'est-à-dire qui ont été classifiés, on va dire, répertoriés comme proto-levallois. C'est-à-dire que c'est les premiers outils qui n'ont pas subi de transformation, d'évolution avec le temps. C'est les outils primaires des premiers habitants de la région. Donc ça reste des choses uniques. Il y a même aussi des endroits qui sont uniques de part. Alors ce qu'on appelle la rosacée, c'est une forme de site en forme de rosacée comme ça. Il y a aussi du rose parce qu'il y a du quartzite, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on le prononce. Voilà. Et ce qu'il y a surtout là-bas, il y a le cuir, le travail du cuir, il y a, au-delà de l'Imza, du Tindi, il y a toute cette culture des Touaregs, métissée aussi, parce c'est la rencontre entre l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne, et puis il y a les influences de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique en fait, c'est peut-être avec Tamanrasset, avec certaines wilayas, ce sont elles qui représentent le plus la culture africaine, notre culture qui est la culture avant tout africaine. Effectivement, voilà. Et donc c'est une wilaya à visiter. Oui. Il faut s'organiser pour aller à... Il faut s'organiser, mais il faut aller à la toujours rencontre prendre un guide des habitants surtout. Exactement. Voilà, ce sont les habitants effectivement qui nous font vivre. Être avec les caravaniers, faire immersion avec les chameliers, puis voilà. Et puis assister au festival du dromadaire qui a lieu chaque année, je pense en décembre. Enfin, c'est toujours la même période, novembre-décembre. Et puis eux aussi participent bien sûr à tous les événements qu'il y a dans le... Je trouve que la voix qui est en train de chuchoter dans l'oreille... Non, je chuchote pas. Dans l'oreille de Nour, en fait, c'est une très belle voix. Il faut l'inviter un jour à faire un passage avec nous. Bien sûr, la réalisatrice. Aujourd'hui, c'est Wafa. Alors oui, aujourd'hui c'est Wafa, mais celle qui chuchote, c'est pas Wafa, c'est Faiza. Voilà, les deux. C'est Faiza Wadi. Voilà, marhaba bihom fi Zouj, marhaba bihom kamel. Quand on va à Wadi Mortar, c'est la rencontre entre les nomades et puis ceux qui se sont sédentarisés. C'est une architecture de terre, de pisé. C'est aussi toute la culture du manuscrit parce que c'est connu. Les familles à Wadi Mortar ont énormément de manuscrits qu'ils partagent avec la Zawiya Konta. Voilà, donc c'est toute cette culture à découvrir de plus près, effectivement. À découvrir ou redécouvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nora. Samira, merci encore une fois pour ce beau voyage. Et cette fois-ci, tu vas nous parler un petit peu de l'actualité culturelle, n'est-ce pas, Yazid? Mais ce sera juste après. Oui, juste après. Oui, dans ce ciel étoilé de l'Algérie, une star a vécu, une diva nous a émerveillés. C'est Warda el-Jazairiya. Warda, l'opéra d'Alger, donc va lui rendre hommage pour les 14 ans après son décès. C'est le 22, le 23, l'opéra à 20h. Donc ceux qui sont intéressés, le public, les mélomanes, les amoureux de Warda sont invités donc à réserver du côté de l'opéra d'Alger. Et je voulais juste parler aussi, à l'occasion de ce 4e anniversaire de la disparition de la diva Warda, son fils Riyad Kasri, chez Deliman, a écrit ce livre, La voix, le son et la vie. Alors, c'est son fils Riyad qui l'a écrit, effectivement. Il revient sur son parcours. Chez Deliman, on le remercie. Il fera un vent de dédicace, d'ailleurs, durant les 2 soirées, absolument, n'est-ce pas? Absolument, à l'opéra. Et je voulais juste lire un petit passage de ce livre de Riyad Kasri, La voix, le son et la vie. C'est un bel hommage qu'il fait à sa mère. Oui. C'est un bel hommage qu'il fait à sa mère. Et il était très proche de sa maman, effectivement. Très proche. Voilà. Et je voulais lire le premier passage, c'est La voix, le son et la vie, fragment d'une présence, Warda el-Jazairiya. Donc, dans le livre, il y a les racines, devenir Warda, vivre avec une légende, résilience et renaissance, ce qui reste quand la voix
ce thé. C'est émouvant, hein? Ça commence, la chair de poule. Ouais, c'est ça émouvant. commence par rencontrer Warda n'est pas chose aisée pour moi. J'ai souvent le sentiment de parler de deux femmes qui coexistent sans jamais se confondre. La diva Warda el-Jazairiya, connue, admirée, presque métifiée, intime, fragile et familière. Ma mère. C'est joli. C'est magnifique. Et C'est j'ai très, aimé, très, aussi très émouvant. j'ai aimé aussi le dernier passage. Si je peux porter ce regard apaisé, je le dois aussi, et peut-être surtout, à mon père, par ses principes, ses sacrifices, sa présence constante auprès de ses enfants. Il a permis parfois, malgré lui, à ma mère, de vivre pleinement ses rêves et de continuer longtemps après son départ, à les partager avec nous à travers l'héritage immatériel, immense. Une fleur de chaque jardin, à travers elle, le parfum d'une vie intensément vécue. Oui. Donc c'est le livre du fils de Warda Riyad Kasri, La voix, le sang et la vie. Donc on rappelle l'événement à l'Opéra d'Alger le 22 et le 23 à 20h. Et restons dans l'art, puisque je voulais parler également d'une star algérienne qui... Attends, le livre, on peut le trouver en librairie, on peut le Oui, trouver. il est déjà disponible. C'est Dalila Najib de Dailyman Édition qui nous a envoyé ce livre. Yatik Saha. Merci beaucoup. Gentil. Et je voulais parler d'un grand artiste peintre algérien qui s'appelle Boubacar Hamsi. C'est une légende de la peinture algérienne. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'ailleurs, il y a quelques puisqu'il a fait années. une exposition au Palais de la Culture. Très, Il a très belle fait exposition. une autre exposition au Centre culturel algérien. Il fallait qu'on m'arrange bien le câble. Et heureusement que je suis là pour te dire. J'essaie de te le dire depuis tout à l'heure avec discrétion, je n'arrive pas à faire passer le message. Dis-moi merci, c'est moi. Merci. On ne voulait pas interrompre ta lecture qui était magnifique. Ah oui. Je voulais dire que Boubacar Hamsi, que Nour El Houda a rencontré au Palais de la Culture, que nous avons reçu sur ce plateau, il a fait aussi en 2023 le Centre culturel algérien à Paris. Il a fait également au mois de janvier, je pense, la grande salle de la mosquée la grande mosquée de Paris. Et aujourd'hui, donc le 30 mai, il sera honoré à Bruxelles et on va lui remettre le prix des arts et des lettres 2025 à Bruxelles. C'est à l'espace Art Gallery à Bruxelles. Donc rappelons que Boubacar Hamsi était aussi chanteur. Il a commencé comme chanteur. Il avait des mélodies kabyles où il rappelle, où il essaie de mortaliser toute cette âme algérienne, tout ce travail, toutes ces couleurs d'enfance, comme il est de Béjaïa, donc il revient en fait sur son enfance, parce qu'il a l'enfance, ce moment de petite fantaisie enfantine, de ce moment qu'on appelle une petite... école buissonnière quotidienne qu'on vivait. Donc il rappelle tout ça, tout ce qu'il a vécu, le bain, la montagne, le jardin, le souk. Pratiquement là où il a baigné, il reprend ça avec des couleurs chatoyantes, avec un travail très très minutieux sur le plan de la forme, sur le plan des couleurs. C'est quelque chose de vraiment, il a fait un travail extraordinaire. Et donc, il sera honoré à Art Gallery à Bruxelles. Donc, voilà, s'il nous regarde. Barouk alik. Bah al khair, barouk alik. Et puis, ثاني مرتيك أجمع Boubacar
Hamsi, dont la sœur était une grande costumière. Oui, c'est l'une qui a fait les costumes de la montagne de Baya et de Machahou. C'est Khadija Hamsi, Allah yarhamha, Allah yarhamha wa yawassa alayha. Et je voulais terminer par l'USMA d'Alger. Alors, il y avait une personne hier qui était chez elle à la maison comme ça, puis elle a entendu du klaxon. Elle a dit... C'était pratiquement wahda ma la balage gab de foot. Elle était en train de préparer pour Tibadi Mokhtar. Il me semble que c'est le foot. C'était l'USMA ou je sais pas qui. Là, tu fais rappeler. Tu sais, elle a osé l'écrire sur Facebook. Oui. C'est un crime de lèse-majesté. L'USMA qui ramène la Coupe d'Afrique du Caire. J'ai dit quoi? J'ai dit you-you, j'ai dit feu d'artifice, j'ai dit klaxon. Et j'ai dit les gens font la fête. Ah ben, voilà. Grosse fête. Hein. Normalement, pour les élus. Et ça après, on m'a dit qu'il y a eu un match et tout. Voilà, très bien. Il fallait être en contact avec Ramzi, Samira, pour avoir ce genre de nouvelles. Merci beaucoup. Donc, et là, je voulais juste vous inviter à écouter cette chanson de Louabi qui chante l'USMA. On l'apprécie. Hésite. Mais mon frère est usmiste. D'accord. Le quartier, beaucoup d'amis qui supportent l'USMA. Il faut se positionner. Non, mais ça c'est l'Algérie. Mais là c'est l'Algérie parce qu'ils ont gagné. Quand il s'agit ils ont gagné la Coupe d'Afrique face au grand club de Zamalek. Voilà, donc on est moi j'ai dédié cette journée, j'ai dédié pour mon frère Mustafa. Et tous les fans, tous ceux qui un fan d'USMA. Et puis quelqu'un du quartier, c'est Sommar, qui est aussi un grand Sommar, qui est des grands supporters de l'USMA. Et notre ami Amina Zeri aussi, qui est très grande fan, effectivement, de l'USMA. Une pensée à un grand supporter de l'USMA. On termine sur ça. C'est Rachid Digar, Allah yarhamou. En tout cas, merci beaucoup. Et comme l'invité qui va suivre, celui de la CIAL, c'est un grand fan de l'USMA. Pareil, alors aujourd'hui, ils sont bien servis, les usmistes. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Très bien. Alors, ça va le câble? Merci beaucoup, ça va. Tu es magnifique comme ça, Yazid. Merci beaucoup. Yazid, on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on continue cette fois-ci, nous allons à la découverte du lac Tonga en compagnie de notre ami Badira Marni. Un jour, tu nous y emmèneras à travers ta rubrique. On se retrouve juste après. Nous sommes au lac d'eau douce de Tonga, situé dans le parc national d'Atarofa, à l'extrême est de l'Algérie. Il a été classé site Ramsar en 1983 et constitue la plus importante aire de nidification d'Afrique du Nord. Un site d'une extrême et rare beauté que les Algériens visitent à longueur d'année. Glisser sur l'eau à travers cet écrin de verdure vous procure des sensations de pur plaisir. Dès que vous y déposez les pieds, un calme absolu vous saisit. La sérénité des lieux réveille en vous cette paix tant recherchée, loin du brouhaha de la ville. En cette période de l'année, ce lac vous révèle toute sa beauté. C'est splendide. Au départ, j'avais peur, mais dès que la barque a glissé sur l'eau, j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je visite ce lac. Il est extraordinaire. Nous avons pris beaucoup de photos. Il faut vraiment le préserver. C'est un site magnifique. Il faut en prendre soin. Il faut préserver la nature telle qu'elle est. Il ne faut pas jeter, par exemple, de part et d'autre, sporadiquement les déchets. C'est inacceptable. Au fil des années, une activité de loisir a été créée pour rapprocher les amoureux de la nature de ce véritable joyau naturel d'une rare beauté. C'est une grande zone humide protégée en Algérie. Elle renferme des espèces rares et offre un cadre idyllique pour le tourisme. En tant qu'enfants de la région, nous avons créé cette activité de loisirs et de tourisme pour permettre aux familles de faire des balades à bord des barques sur une superficie de 10 hectares.
C'est l'un des plus beaux endroits que nous faisons découvrir à nos visiteurs. Le tourisme vert et la reconnexion avec la nature, une véritable attraction au lac Tonga. Le temps d'une balade à bord d'une barque et vous repartez la tête légère et pleine de beaux souvenirs. Mais entre loisirs et préservation, le défi est lancé. Et voilà, c'était donc une très très belle balade que notre ami Badira Marni nous a proposée du côté du lac Tonga. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement fédérateur, un événement qu'on attend tous avec impatience. Il s'agit de Eid al-Adha. Alors, entre célébrer donc Eid al-Adha et toutes les responsabilités qui tournent autour, connaît-il des gestes que nous devrions avoir pour que tout se passe bien? Dans ce sens, la CEAL justement a lancé une campagne de sensibilisation. Nous en parlons cette matinée en compagnie de notre invité, à savoir Monsieur Hawash Belharbi. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, vous êtes directeur d'unité exploitation clientèle. Tout à fait. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Tout à fait, Belharbi Hawash, directeur d'unité exploitation clientèle. Marhaba bik. Alors, l'Eid al-Adha, c'est déjà pour la semaine prochaine. Nous sommes à quelques jours de Eid al-Adha. Et comme chaque année, justement, la CEAL fait un travail colossal concernant la sensibilisation, particulièrement par rapport à l'utilisation rationnelle de l'eau, n'est-ce pas? Très bien. Alors, tout d'abord, permettez-moi, au nom de la CEAL, donc, de remercier Canal Algérie ainsi que votre émission, pour cette invitation et également cet espace d'échange qui permet de sensibiliser et d'informer nos citoyens et d'avoir cette proximité, justement, notamment sur des sujets importants liés au quotidien. Donc, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour justement discuter et plutôt sensibiliser sur l'aspect, donc la campagne de sensibilisation spéciale Eid al-Adha, et qui traite justement de deux aspects assez importants. Donc, rappeler l'importance, en premier lieu, rappeler l'importance de la consommation rationnelle de l'eau, et secondo, c'est la préservation des réseaux d'assainissement. Alors, commençons justement, excusez-moi, par la consommation rationnelle de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle justement rationaliser cette utilisation? Très bien, justement. Alors, j'aime toujours commencer par une phrase un peu impactante pour ma part. Je me dis que l'eau est l'affaire de tous et la préserver, c'est une responsabilité collective et un comportement citoyen. Donc, pour comprendre justement cet aspect, il faut savoir que dans l'équation de l'alimentation en eau potable, on retrouve trois acteurs principaux. Donc, le premier, c'est l'État qui a consenti des investissements colossaux pour mobiliser la ressource en eau, notamment au travers des dessalements d'eau de mer. Mais secondo, il y a aussi le gestionnaire du service public, donc CEAL, qui est aujourd'hui sur Alger et Tipaza, qui assure la production, la distribution ainsi que l'assainissement des eaux usées, tout en s'assurant de la conformité de la qualité d'eau. Mais aussi, enfin, tertio, nous avons, et pas des moindres, l'acteur pour moi que je vois important et principal, c'est vous et moi, c'est le citoyen, donc, qui influe considérablement sur cette équation, notamment au travers de ses habitudes de consommation. Voilà. Et comme vous le savez, chaque année, l'Eid al-Adha connaît une très très forte consommation d'eau, surtout pendant les premières heures du jour de l'Aïd. C'est le moment du sacrifice. Tout à fait. Et cette demande peut atteindre jusqu'à 3 fois la consommation habituelle. Et cette très forte sollicitation provoque finalement peut provoquer des perturbations. En fait, concrètement, ça peut entraîner une baisse, d'une diminution des réservoirs, mais aussi une diminution de la pression dans les réseaux de distribution. Et ce qui peut impacter d'ailleurs certains quartiers en alimentation, notamment particulièrement les zones situées en hauteur et les étages supérieurs. Voilà. Donc, et c'est pour ça que vous appelez justement à la rationalisation de l'utilisation. Alors, quels sont les conseils justement aujourd'hui que vous pouvez donner aux citoyens pour qu'on puisse justement adopter les bons gestes pour la préservation de cette ressource? Très bien. Alors justement, j'appelle tous les citoyens justement à adopter des gestes simples et responsables pour préserver cette ressource précieuse et justement nous permettre aussi d'assurer la continuité du service public. Et avant d'entrer dans les bons gestes, justement, je voudrais donner quelques statistiques. Alors,
laisser un robinet ouvert pendant 1 minute, en fait, ça équivaut à gaspiller 12 litres d'eau. Deuxièmement... 1 minute. 1 minute, c'est 12 litres. Alors imaginez si on nettoie au jet d'eau ou au tuyau d'arrosage pendant 10 minutes, ça équivaut à 120 litres. Et quand on dit 120 litres, c'est énorme, mais ça se traduit par la facture. Donc vous comprenez à peu près finalement la conséquence. Mais on a aussi un autre phénomène, c'est qu'une famille en moyenne qui consomme durant l'Aïd, c'est l'équivalent de 3 jours de consommation normale. C'est excessif. Excessif, oui. Exactement. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de cette forte sollicitation où la demande augmente. Et nous avons aussi, exemple, le lavage des ustensiles du sacrifice directement sous le robinet, c'est égal à 50 litres, alors qu'on peut très bien utiliser un récipient. Celui-ci pourrait contenir que 5 litres, donc c'est largement suffisant. Donc on voit tout de suite la différence. Et justement, on ne demande pas aujourd'hui aux citoyens de changer leurs habitudes, mais de les modifier légèrement en utilisant des bons gestes d'économie de l'eau et éco-responsables. Et on parle de bons gestes, excusez-moi, on parle de bons gestes, mais ces bons gestes, ces gestes-là sont très simples. C'est éviter tout simplement de laisser le robinet ouvert pendant le nettoyage des lieux du sacrifice et le lavage des ustensiles. Et préférer plutôt des seaux avec des raclettes. Et ça réduit le gaspillage et ça permet tout simplement d'avoir une facture plus allégée. Et également, préférer aussi l'ouverture d'un débit modéré de l'eau. Au lieu d'ouvrir le robinet à fond, ouvrir au quart de tour ou à moitié. C'est largement suffisant. Un filet d'eau est largement suffisant pour nettoyer et sans durer dans le temps aussi. Et également, un point très important, c'est tout simplement le dépôt des déchets du sacrifice. Et ça, c'est un vrai phénomène aujourd'hui et qui provoque des désagréments. Donc, je parle des déchets du sacrifice, donc on parle de sang. Très souvent, les gens oublient que le sang est aussi un vrai fardeau au niveau des réseaux d'assainissement à cause de la coagulation. On parle aussi des graisses, des viscères, des peaux et ainsi de suite. Et justement, c'était la question parce que vous avez parlé du premier volet qui est la rationalisation de l'utilisation, deuxième volet l'assainissement, parce que justement le citoyen aujourd'hui ne voit probablement pas la relation entre le sacrifice et l'assainissement. Et pourtant, durant ces 2 jours, 3 jours de l'Aïd, vous rencontrez beaucoup de mauvaises surprises, de catastrophes. Justement, au niveau des réseaux d'assainissement. Il suffit tout simplement, au lieu s'il vous plaît, justement, éviter ce phénomène, c'est de les déverser dans les réseaux d'assainissement. Je parlais justement des déchets, alors qu'on a tout simplement la possibilité de les mettre dans des sacs dédiés, hermétiques, fermés, et les déposer dans les bacs à ordures dédiés pour. Donc, et le rejet de ces déchets-là dans les canalisations va provoquer des obstructions. Et qui dit obstruction dit débordement et dit nuisance environnementale. Et donc automatiquement, ça peut aussi perturber le réseau, le bon fonctionnement du réseau d'assainissement et aussi le cadre de vie du citoyen. Donc on parle aussi d'odeurs nauséabondes, on parle de problématiques de moustiques, de mouches et toutes bactéries et autres microbes qui pourraient proliférer. Donc, et aujourd'hui, l'adoption de ces gestes que nous avons cités préalablement va permettre tout simplement de préserver cette eau, premièrement, protéger l'environnement, mais aussi assurer le bon fonctionnement du réseau d'assainissement et garantir un meilleur cadre de vie à nos citoyens. C'est ce qu'on espère en tout cas. Mais sinon, les services de l'ACL sont toujours à l'écoute, 24 sur 24, 7 sur 7, 7 sur 7, à travers du centre d'appel que vous connaissez parfaitement bien, je pense, le 1594. Donc le téléconseiller est toujours là pour tracer votre demande. Une équipe derrière est prête toujours pour intervenir en cas de besoin. Merci beaucoup en tout cas et très belle réussite on va dire pour cette saison parce qu'on sait après que vous aurez beaucoup de charges pendant cette période. À vous. Merci beaucoup. Moubarak à toutes et à tous. Alors je rappelle Monsieur Hawash Belarbi, vous êtes directeur d'unité exploitation clientèle. Merci encore une fois au niveau de la CEAL. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée mais avant cela ce sera une visite guidée qu'on vous propose à travers ces images dans la ville d'Alger. On se retrouve juste après.
parlons sport, parlons activité physique, mais sport extrême, hein, un petit peu, puisqu'on va aller en montagne, c'est ça? Oui. On va aller en montagne? En montagne et les travaux moteurs. Ah ben voilà, ça va, on n'a pas le vertige? Non, Non, pas du tout. Elle nous en parle ce matin, justement, Ibarissel, Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, Sabrina, elle est grimpeuse et cordiste, n'est-ce pas? Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu votre activité, comment ça se passe? Oui, en fait, mon métier, c'est... Ah, c'est un métier, carrément. Oui, c'est un métier, D'accord. voilà. En fait, je dois être dans des zones que personne, en fait, c'est pas personne, mais c'est pas tout le monde qui peut. Qui peut y aller. Voilà. Comme des zones confinées, des espaces sur corde, des accès difficiles, voilà. D'accord. Et il faut beaucoup de courage hein, pour ça. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ça se travaille. Oui. Alors le bien sûr, avec le soupir comme ça, il en dit long. Hein. C'est un risque. C'est un risque, voilà. C'est un risque, mais c'est un risque que vous aimez bien prendre. Bien ça sûr. fait partie de votre métier, ça fait partie de votre un passion. don. Voilà. Oui, Alors vous êtes venu équipé, hein, pourtant on n'a pas de zone enclavée à Canal Alger. Oui. Tout est ouvert à Canal Alger. Voilà, oui. Alors vous êtes venu avec vos matériels, vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe? Oui, chaque matériel, il y a l'arnais de sécurité, il y a des cordes, des mousquetons, voilà, le casque évidemment. Pour la protection, Oui, il y a, en fait, dans les travaux moteurs, c'est pas comme les grimpeurs. Dans les salles ou bien les montagnes. Ou là. Oui. Dans les travaux moteurs, il y a deux cordes, deux cordes séparées. Une corde qui est reliée avec l'anti-chute. D'accord. Et l'autre corde avec le descendeur. Voilà. Et dans le grimpe, non, il y a une seule corde. Et ton binôme qui va t'assurer. D'accord. Donc c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même principe. Et donc là, vous êtes seul, c'est ça? Vous n'avez pas un binôme avec vous? Non, je suis seule. Oui, mais après, quand vous sortez sur terrain. Oui, sur terrain, oui. Jamais seul. Voilà, bien sûr. C'est toujours en équipe. C'est un travail de groupe. Voilà. On ne peut pas travailler seul. Voilà. Alors, c'est un travail que vous faites, vous avez un objectif particulier ou c'est juste pour la passion, pour la découverte? Non, c'est mon travail. D'accord. Oui. Alors, c'est votre travail et pourquoi vous le faites finalement? C'est quoi l'objectif? C'est pour rechercher quelque chose? Je l'adore, oui. Oui, j'ai des buts. Inch'Allah, je vais améliorer à chaque fois. En fait, je suis cordiste et en même temps, je suis spécialiste en sécurité à chasse au superviseur. D'accord. Ah oui, bon, là, ça se comprend. Voilà, Là, chef d'équipe, voilà. Oui, Allah Ibarak. Allah D'accord, mais lorsque vous pratiquez, donc vous êtes cordiste, lorsque vous pratiquez cette activité, on le voit généralement, par exemple, avec des archéologues, on le voit avec des personnes qui font des recherches comme ça autour de la nature. Il y a toujours, on le fait parce que nous avons envie de découvrir quelque chose, on a envie de faire des fouilles, par exemple. Est-ce que c'est votre cas ou c'est juste pour le plaisir, pour la passion? Pour les fouilles et tout ça, oui, car il y a des zones ou bien du travail, il faut travailler pour savoir si, par exemple, des zones confinées, on doit être sous-sol avec des cordes pour essayer le gaz. On va faire la limite de gaz et tout ça. Et il y a d'autres jobs carrément. Voilà, donc finalement, il y a des accès, on ne peut pas. Si vous voulez monter quelque chose, on dira, comment dirais-je, une fenêtre ou bien. Il y a des accès, on ne peut pas faire des nacelles ou bien des échafaudages. D'accord. Il y a des accès qu'avec des cordes. Voilà. D'accord, donc ça sert. Et là, on vous voit, hein, on vous voit carrément. Oui. On voit carrément dans un immeuble. Hein. Non, c'est une. Oui, des hôtels. Oui. Wizarat. Oui, j'ai travaillé dans des hôtels, Wizarat, Sonatrak. D'accord. Plein d'autres. Très bien. Et il y a des zones où je ne peux pas filmer. Oui, c'est normal. C'est normal pour des raisons de sécurité. C'est tout à fait normal, même pour votre propre sécurité, hein, n'est-ce pas? Même pour votre propre sécurité. Donc là, on vous voit un petit peu à l'œuvre. Hein.
Là, on est en train de vous voir en train de travailler, en train de grimper. Et donc, ça va avec le vertige, avec, Oui, ça se j'ai passe pas de bien, on vertige. gère. Quand j'étais en 2020, bon, 23 et tout ça, quand j'étais fait l'escalade, Ça a avant commencé l'année par ça? dernière, oui, Ça a commencé par ça. Oui, par l'escalade. J'étais en salle et quand je rentre, j'aime trop assurer, pas grimper. D'accord. J'aime trop assurer les gens. Après, il y a une journée la semaine, des petits-enfants. Ils ont la phobie, les vertiges. D'accord. Après, je le garde chez moi ونحيلهم هذيك لا فوبي. La psychologie, carrément. نقول لهم tout doucement نعاونهم. Après يطلعوا ونوري لهم لا بوزيسيون كيفاش يهبطوا. Après تحلى لهم نقول لك oui, rejouer, répéter. Après يعاودوا. Non, mais c'est très très agréable. C'est vrai que c'est un sport, l'escalade, c'est vrai que c'est. Après, pour l'escalade, il m'a contacté un ami à moi. Il m'a dit voilà, on a une présentation. Comme est-ce que vous voulez j'ai te présenter non qui traite voilà le terrain شفت d'autres choses gars c'est pas du tout comme l'escalade. D'accord. Après ça m'étonne, je veux bien savoir c'est quoi ce monde. Et après doucement il y avait une société privée درت عندهم voilà. Oui, la formation. D'ailleurs, غير هما نقول اسمهم نورمال. Bon, d'ailleurs غير هما اللي عندهم le diplôme international إرادة. D'accord. Donc pour J'ai un diplôme international. Voilà, donc il faut faire une formation exigeante parce qu'il y a quand même votre sécurité, n'est-ce pas? Oui. Il y a votre sécurité aussi. Et mais sinon, est-ce que vous pensez pouvoir, par exemple, plus tard, ou peut-être ça existe, hein, vous organiser en petits groupes, en club, pour rendre ça plus, on va dire, passion, plus activité de loisirs? Oui, d'un côté de l'escalade. Votre. Ah, ça. Il y avait un petit moment. Parce que l'escalade, on sait qu'il y a des clubs. Oui, c'est un sport. Voilà, c'est un sport qui. Voilà, c'est pas un métier, c'est un sport qui commence. Mais pour le métier, j'ai déjà pensé, mais j'ai pas trouvé. J'ai pensé de faire un groupe de filles. D'accord. Parce que dans le monde arabe, il y a que moi que je travaille ça. D'accord. D'accord. Après, quand je fais un groupe de filles, ils يخدموا معايا. Oui, pourquoi pas. Le nettoyage des vitres. Mais c'est quand même. Oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, effectivement. Il y a des filles comme moi. Mais beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage. Non, les filles à l'escalade. Oui, elles peuvent le faire. Elles peuvent faire une petite formation nationale et elles peuvent. Voilà, même pour d'autres personnes, hein, on peut apprendre le métier petit à petit, n'est-ce pas? Oui. C'est des fois, il y a des techniques à apprendre et à appliquer. D'accord, mais c'est pas du tout l'escalade, parce que ça, l'escalade, nous avons les. L'escalade, c'est un sport. Voilà, c'est un sport. Voilà. Après, nous avons les. Comment on appelle ça déjà là où on s'accroche? Les voies. Il y a des voies. Ou. C'est quoi? Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a des voies et voilà. on accroche. Il y a des voies, donc on a où s'accrocher, mais vous, c'est que vous et la corde. Oui, on accroche, on fait des nœuds. Il y a des accrochements en dessous. Bon, c'est pas en dessous, qui nous رايحين في les zones confinées. وكاين الفوق نربطوا des trucs qui sont solides. Oui. Sinon, si c'était pas solide, كاين هذه c'est une sangle. هذه ترفد حتى 25 tonnes. Ah. C'est un point d'ancrage. D'accord. Il y a des mousquetons aussi. Ils refont 25 tonnes, mais celle-là, هذه اللي يدنوا بها les voitures. D'accord. Très bien. Voilà, donc des techniques encore à apprendre et puis un métier surtout à apprécier et à aimer parce qu'il n'est pas facile à faire, n'est-ce pas? En tout cas, on vous souhaite une très très belle réussite dans tout ce que vous allez faire. Oh, allez-y. Oui. Un nœud pour accrocher. Voilà. Le point. Alors, très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. D'accord. On fait ça.
On fait ça. Ah, des techniques encore à apprendre. Oui. Après, Ah, voilà. bah, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Mais là, il faut beaucoup s'entraîner par contre, hein, parce que c'est un peu complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ça, c'est des nœuds de 8. On fait Et donc ça va prendre 25 tonnes, c'est ça? Oui. Eh ben, bravo. Et tu accroches sur toi et tu vas descendre. Et on est en sécurité. Oui. Ça prend 25 tonnes. Oui. Très bien, Mais c'est parfait. il y a deux cordes. Oui, il y a deux et cordes. l'autre de l'antéchute. Très bien. En tout cas, bravo Merci. pour tout ce que vous faites, Sabrina. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite une très belle continuation. Yatek Saha, Sabrina. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouvez mon ami Amel Laoumi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Inch'Allah, excellente semaine à tous. Au revoir.